L'échiquier international, bienvenue à vous. De nombreux sujets ont été passés en relief, y compris des sujets régionaux et internationaux lors de la rencontre entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et les représentants des médias, l'occasion de rappeler certains principes au volet des relations internationales, en prenant par exemple le cas du voisin malien, mais pas que. L'Algérie fait partie de la grande famille des non-alignés, à savoir l'incarnation de la troisième voie, qui est aussi une posture d'équilibre sur l'échiquier international. Faisons le point de ce qui en est sorti de cette rencontre. Elle a eu lieu hier. On en parle et c'est tout de suite. Nos principes de base sont non négociables, a affirmé le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre avec les journalistes hier. Essayons de cerner le propos face à un Sahel, par exemple, où les défis ne manquent pas, mais pas que. Il y a plusieurs thématiques que nous passerons en relief durant les prochaines minutes. Et on en parle avec mes deux invités sur le plateau. Tout d'abord, Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Karim. Et avec moi également, vous le connaissez, c'est Chérif Driss, professeur en sciences politiques à l'École nationale supérieure du journalisme et des sciences de l'information. Bienvenue. Merci. Alors, en guise d'introduction, débutons avec cette question courte pour l'un et pour l'autre, pour entrer en la matière. Alors, on l'a dit, une rencontre périodique du président de la République avec les représentants de la presse, c'était hier. Si on se cantonne au volet international, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, Kamal Mansari, de prime abord de cette rhétorique ? Trois principes fondamentaux qui régissent notre diplomatie, nos relations avec ce que soient nos voisins ou la sphère internationale, c'est d'abord la non-ingérence, le respect des souverainetés des États. Ce sont des credos que nous avons toujours, que l'Algérie, la diplomatie algérienne a mis en valeur. Et surtout le troisième, c'est celui d'aider ou de concourir, de participer au règlement des conflits par la voie de la négociation. Donc ces trois principes-là qui reviennent le plus souvent, qui marquent, qui sont l'identité de la diplomatie algérienne. Aujourd'hui, on l'a entendu hier à travers l'intervention du président de la République consacrée justement à ce volet qui est la diplomatie, qui est surtout la région du Sahel, qui est c'est-à-dire le voisinage. Il a rappelé que justement tout le processus de la diplomatie algérienne depuis l'indépendance, à travers tous les chefs d'État, était de faire en sorte à régler les problèmes, que ce soit à la demande des pays concernés, sinon par la voie de la diplomatie dans la sphère internationale, c'est-à-dire à travers les organisations internationales. Chef Driss, vous qui travaillez souvent sur les discours et la communication, qu'est-ce que vous avez retenu des propos du président de la République, Abdelmadjid Tebboune ? Effectivement, ce qui a été rappelé par Kamal Mansari, c'est que le président de la République a martelé les principes cardinaux de la politique étrangère algérienne qui font son identité, je dirais même son référentiel, à savoir qu'il y a des questions de principe, comme l'a été rappelé par Kamal Mansari, la non-ingérence et le bon voisinage, qui restent des principes cardinaux dans toute politique étrangère. Et dans un monde de plus en plus complexe, dans une région de plus en plus instable, il est très difficile pour un pays de s'y coller. Donc là, le président de la République l'a rappelé. Deuxième élément qui est très important, c'est par rapport à la question de relations des États de l'Algérie avec les grandes puissances. Là, le président a clairement identifié que l'Algérie n'a pas à se positionner, à se rapprocher d'un pays au détriment d'un autre. Donc, ce qui est un équilibre qui est très difficile pour un pays comme l'Algérie, qui est réputé pour être un pays non aligné. Donc là, maintenir les principes, s'accrocher à des principes et à une identité qui constitue le socle, la quintessence de la politique étrangère, n'exclut pas le fait de faire preuve de réalisme et de pragmatisme. C'est-à-dire que vous avez des grandes puissances, vous avez un monde où il y a une émergence un petit peu, il y a une volatilité, des alliances qui se font, qui se défendent. Il y a des intérêts, il y a une agressivité de la part de certaines grandes puissances. Donc il est clair qu'un pays comme l'Algérie se doit de développer, d'articuler une offre diplomatique, une ingénierie qui lui permet d'être dans une position d'équilibre, à savoir se rapprocher d'un acteur qui, les États-Unis, ne passent la ligne, qui reste la première grande puissance, mais aussi de maintenir de très bonnes relations avec des partenaires traditionnels comme la Chine et la Russie. Donc là, je crois que le président de la République l'a clairement indiqué et je crois que c'est le credo de l'Algérie, c'est-à-dire de
de rester dans les clous de ce que dit la constitution algérienne et la ligne directrice de sa politique étrangère, tout en étant pragmatique et réaliste. Très bien. Le décor est planté. On va en parler de cette non-ingérence et de cette troisième voie que vient d'énumérer nos deux invités. Mais les mots-clés, c'est surtout, bien entendu, la non-ingérence et le bon voisinage, en parlant par exemple du Mali. Et qu'à l'heure actuelle, la balle était dans le camp malien. On a posé la question à Abdelmadjid Tebboune sur les relations entre Alger et Bamako. Et qu'à l'heure actuelle, le président de la République l'a dit, on ne peut pas faire plus. C'est aux Maliens maintenant. S'ils ont besoin d'aide, on est là pour les aider. Sinon, on est obligé de regarder la situation. Mais il n'a pas caché que la situation était quand même inquiétante et que cette inquiétude durait depuis les années 1960, Kamal Moussari. Bien évidemment, depuis 1960, c'est-à-dire qu'il a bien précisé que c'est avant l'indépendance de l'Algérie. Le Mali est indépendant depuis 1960. Pourquoi la situation s'est exacerbée ou est restée telle? Parce qu'il y a une réalité historique et géographique, parce que les Touaregs, dans l'histoire, on sait pertinemment que ce sont eux qui ont construit, par exemple, Tombouctou, c'est eux les bâtisseurs de cette ville qui se trouve presque au centre du Mali, et que les pouvoirs successifs, en étant appuyés par la France coloniale, qui a créé une géographie qui fait aujourd'hui des dégâts, donc, que ce soit sur le plan économique, ethnique ou sinon économique. Donc le choix qui a été adopté par les pouvoirs successifs depuis 1960 au Mali, c'était la répression, c'est-à-dire de ne pas reconnaître la dimension Touareg et la dimension qui est appelée par certains spécialistes azawad le prolongement sociétal, le prolongement culturel et économique issu de cette communauté et qui milite depuis 1960 à la reconnaissance de ses droits, non pas en tant qu'État. Bien évidemment, l'Algérie ne veut pas qu'il y ait une scission ou bien une friction ou bien une coupure sinon de la géographie malienne. Elle respecte la souveraineté territoriale de ce pays et c'est pour cela que nous avons œuvré à travers tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis 1962 au règlement de la question malienne par la voie pacifique. Or, mais comme il y a eu des coups d'État, donc énormément de coups d'État dans ce pays qui ont contrarié la démarche pacifique, nous sommes arrivés jusqu'à 2006 lorsqu'il y a eu cet accord-là, le premier avant celui de 2015. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il était question, est-ce qu'il y a eu l'intégration des éléments de Touareg au sein de l'administration centrale à Bamako et au sein de l'armée. Mais le non-respect de cet accord-là, du moment qu'il y a eu des coups d'État, fait en sorte à ce que les Touaregs eux-mêmes ne font plus confiance aux pouvoirs qui se sont relayés à Bamako du moment qu'ils étaient adossés à une puissance étrangère qui est restée dans ce pays-là jusqu'à 2023. Donc on est dans une réalité à laquelle l'Algérie fait face à travers le fait de ne pas avoir un conflit à ses frontières, celui des Touaregs, et qui a donné lieu à l'apparition des groupes terroristes, et en même temps à participer à la solution politique au Mali. Donc nous sommes arrivés à cette conclusion à plusieurs reprises, que ce soit en 1990 avec le président Chadli, sinon en 2006 avec Bouteflika, et arrivé jusqu'à 2015. Or, ce qui s'est produit depuis 2015, on a eu deux coups d'État successifs, et arrivé à la conclusion que le pouvoir actuel d'Assimi Goïta rejette la solution, les accords d'Alger auxquels fait référence le président de la République. Pourquoi? Il dit qu'il est caduque. Il dit qu'il n'avait rien signé, il n'était pas présent, donc il est caduque. Question est, non, là on voit le mensonge. Parce que lorsqu'il y a eu la conférence nationale, c'est-à-dire de transition, le texte fondateur de la transition en 2021, en décembre 2021, énumère clairement dans l'un de ces 11 points, il y a la notion et la motion que l'accord d'Alger reste une référence pour le règlement. Et comme le pouvoir à Bamako a voulu gagner du temps à chaque fois, parce que parfois c'était quoi le gagner du temps? Parce qu'il a des partenaires. L'Algérie est un partenaire du Mali. Lorsque vous dites qu'il y a une transition, nous attendons de la durée de cette transition. L'Algérie avait réclamé combien de temps allez-vous prendre pour revenir aux institutions normales, c'est-à-dire constitutionnellement reconnues, parce que l'Union africaine le réclame, tous les pays le réclament, il n'y a pas que seulement l'Algérie. Même l'ONU. Non, c'est-à-dire toutes les institutions le réclament. Donc, du moment qu'il y a une transition, qu'a fait le régime de Bamako? Il a gagné du temps pour arriver à la conclusion. Un mandat exclusif
Assimi Goïta jusqu'à 2030. Nous sommes vers une fuite en avant qui a pris des proportions et qui a donné lieu à l'apparition d'ingérences, de la participation de nombreux États, d'autres États. Il faut le citer, donc par exemple le Maroc et les Émirats, qui ont intervenu et qui ont exacerbé la tension. Et lorsqu'on revient à cette relation citée par Chérif, s'agissant des puissances, l'Algérie, lorsqu'elle a de bonnes relations avec les États-Unis, la Chine et la Russie, mais lorsqu'il y a le sujet qui fâche, notamment avec la Russie, la présence de Wagner, nous l'avons dit clairement, ce qui a donné lieu à la création d'une commission bilatérale présidée par Bogdanov d'un côté et de l'autre par Magraman pour justement avancer dans le règlement de la question de la présence de ces mercenaires. Aujourd'hui, les mercenaires se sont retirés, mais de l'autre côté, on voit que Bamako est resté dans cette logique de négation de l'accord d'Alger qui n'a pas été signé par les Algériens. Parce que que fait le Bamako, que fait le régime d'Assimi Goïta? Il fait en sorte, il fait croire que c'est un problème algéro-malien, l'accord d'Alger, alors que l'Algérie n'a été que l'un des acteurs, l'un des médiateurs, et d'un facilitateur pour que la communauté internationale, l'Union africaine et l'ONU signent cet accord auquel ont été présentes toutes les organisations concernées, c'est-à-dire maliens, les groupes armés, les factions, pour justement arriver à une solution politique et qui avait un agenda et un calendrier pour qu'il soit mis en œuvre et exécuté, mais le régime d'Assimi Goïta, qui l'a adopté, Choguel Maïga lui-même, Premier ministre, avait dit que cet accord-là était caduc lorsqu'il était à l'extérieur, lorsqu'il n'était pas au gouvernement. Une fois qu'il est venu, il a dit à Alger que nous restons fidèles à l'application de l'accord d'Alger, mais on voit le résultat, parce qu'il y a eu interférence auquel a fait référence le président de la République, que nous sommes arrivés à ce résultat. Chérif Driss, on voit ce que raconte Kamal Monsari sur le Mali, cet imbroglio malien, on a l'impression qu'on est face à une impasse. Et le président de la République hier, en disant que la balle était dans le camp de Bamako, c'est qu'on ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine ligne. On a l'impression que les problèmes vont encore perdurer par rapport à cette partie de la frontière. En fait, quand vous avez un problème qui est structurel, il y a deux façons de le percevoir. Il y a la manière, de toute façon, il y a une approche qui est objective. Objectivement, il y a ce qu'on appelle, c'est un problème qui a des racines historiques, des racines sociologiques et culturelles et politiques. Donc c'est en rapport avec la construction de l'État national malien en 60, ce qu'on appelle les mouvements de décolonisation. À cela s'ajoute la manière dont les élites politiques perçoivent la chose. En fait, le problème entre autres problèmes, c'est-à-dire que je considère, moi, comme le problème épineux, c'est qu'il y a un problème de représentation. Comment ils voient la chose? La direction malienne, elle a une vision, si vous voulez, on est dans la verticalité, le jacobinisme. C'est-à-dire que assurer la souveraineté sur tout un territoire doit impliquer nécessairement l'exclusion de toute diversité. C'est-à-dire que les Touaregs, comme une communauté humaine, comme un groupe sociologique, est une réalité historique dans le tissu malien. Donc la direction politique considère que, ou bien on a une certaine verticalité, un centralisme, une centralisation qui est synonyme d'un État fort pour eux, alors que ce n'est pas le cas, ou bien il n'y aura rien du tout. Les accords de 2015 sont clairs sur ce point, c'est-à-dire que les partis qui ont signé les accords ont clairement martelé que c'est le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Il n'est nullement question d'un dépeçage, d'une régionalisation ou quelque chose dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une réalité sociologique, il y a un groupement humain, il y a un nord qui est ethniquement différent du sud, donc prenons en considération, respectons cette diversité. L'Algérie n'a jamais, depuis 1960, depuis ce qui a été rappelé par Kamal Mouchari, depuis les accords de Tamarach de 92, après 2006, puis de 2015, il n'a jamais été question pour l'Algérie d'un démembrement du Mali. L'Algérie refuse, pour des raisons à la fois géopolitiques, pour des raisons de sécurité nationale, pour des raisons aussi de géographie humaine. Donc le problème fondamental, à mon sens, c'est que la direction malienne fait d'une phobie interne une politique étrangère. À savoir que nous avons un groupe qu'ils considèrent sécessionniste, donc ce regard vers ce groupe, ce qu'ils appellent ce groupe entre guillemets sécessionniste, comme celui, allant de ce regard qu'on a vis-à-vis des Touaregs, on va indexer notre politique étrangère, on va indexer nos rapports vis-à-vis de l'Algérie, qui considère l'Algérie comme partie prenante. Or, tout le monde sait que depuis
92, 2006 et 2015, l'Algérie n'a été que le médiateur. Elle a joué un rôle plus que facilitateur, c'est un rôle de médiateur. Elle a aidé, elle n'a jamais imposé. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie, et je rejoins ce qu'a dit Kamel Moussari, de voir un État touareg comme certains le disent. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, le message que l'Algérie a voulu passer aux Maliens, c'est qu'il y a une réalité sociologique, qui est une réalité historique et politique, ancrée dans l'identité malienne, que la nouvelle direction se doit de prendre en considération. Donc voilà le message que l'Algérie a essayé de faire passer depuis des années. L'Algérie rejette catégoriquement toute émission dans les affaires intérieures des États, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des États que ce soit le Mali, Niger, Burkina Faso, en Libye, c'est ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a rappelé le président de la République Abdelmadjid Tebboune hier. Alors je vous pose la question directement, est-ce que ces pays, par leur fragilité, qui n'arrivent pas à asseoir un État-nation, est-ce qu'on s'en sert pas pour, je sais pas, je pose la question directement, pour les utiliser pour des guerres de proxy, c'est-à-dire pour des théâtres de jeux où il y a des alliances qui se font, ils se défont, où il y a des chocs entre grandes puissances, où des courants s'affrontent, où il y a comme ça un terrain, une zone franche où des gens s'affrontent, et c'est l'Algérie aussi qui remarque ça de manière un peu suspecte et inquiétante. Oui, il faut le dire, il y a eu beaucoup de lectures là-dessus, beaucoup d'écrits, beaucoup d'interventions d'experts qui disent que le Sahel est devenu un terrain d'affrontement notamment entre l'Occident et la Russie. Donc la Russie, quand elle est venue à travers Wagner, ou lorsqu'elle a aidé les pouvoirs en Bamako, au Niger et Burkina Faso, y compris en Guinée équatoriale, donc et en même temps la République centrafricaine, on a vu que cette région, fragilisée par les coups d'État, par l'instabilité, c'est des pays vulnérables sur le plan économique, la faiblesse de gestion et tout. Donc, il a fait en sorte, il y a eu que cette réalité cette région devient un terrain d'affrontement. Donc, les Russes sont venus immédiatement après le retrait des forces françaises, le retrait des forces américaines, du Niger, françaises du Burkina et du Niger. On voyait que c'est une guerre menée contre la France. Ils sont encore au Niger, Kamel Moussari. Les Américains sont encore au Niger. Il y a une base encore devant. Non, le retrait se fait. Attention, ce n'est pas. Non, le retrait s'est fait. Ce qu'il y a lieu de préciser, c'est vrai que cette région est devenue un terrain d'affrontement. Mais en réalité, d'autres acteurs sont venus. On a vu au départ que la Russie, mais on voit d'autres puissances qui sont venues, notamment les Émirats, qui ont ouvertement déclaré, donc aider ce pays-là. Ils sont allés encore plus loin, aller vers une coopération sécuritaire, une coopération militaire et économique. On a vu aussi les Turcs, ils y sont. C'est-à-dire, on a de bonnes relations avec les Turcs, comme on a de bonnes relations avec la Russie, mais lorsqu'il s'agit d'intérêts, on voit un petit peu comment ils agissent s'agissant de la région du Sahel, alors que nous sommes dans une situation où on observe le Mali, par exemple, ou le Niger, comme des régions instables du moment que les trois pays ne sont pas revenus à la légalité réclamée par l'UEA et réclamée par la communauté internationale. Donc il y a des pays qui agissent dans ce capharnaüm, dans cette réalité. Ils devancent les institutions internationales, ils devancent la légalité internationale pour instaurer Est-ce que c'est pas logique ? Pardon ? Est-ce que c'est pas logique qu'il y ait comme ça des pays qui voient une zone énorme, c'est insécurisable la bande sahélienne, parce que les pouvoirs sur place. Et c'est ça le malheur du Mali, par exemple. C'est toujours adossé à des puissances étrangères. Lorsqu'un pouvoir est faible, qui n'a pas les moyens financiers, le Mali est un pays vraiment qui a des difficultés économiques énormes. Donc on a besoin de s'adosser à un pouvoir qui est illégitime, parce qu'il est venu par la force. Donc il a besoin de couverture. Donc il s'attache, je ne vais pas dire qu'il cherche une bouée de sauvetage, mais les premiers venus pour le sauver le font d'une manière un petit peu illégale. Mais c'est pour cela que ces pouvoirs-là restent dans une sorte de chercher une bouée de sauvetage, une porte de sortie face à la dénonciation internationale de ces coups d'État. Notamment, on a vu ce qui s'est passé avec la CEDEAO. L'Algérie est restée pratiquement dans une posture, celle qui respecte le droit international, notamment la charte de l'Union africaine. Donc des pays sont entrés parce qu'il fallait, parce que là, attention, quand je dis c'est devenu un terrain de confrontement et de menace pour la sécurité de l'Algérie, lorsqu'on voit que ces pays-là,
comme le Mali par exemple, qui s'adosse à un pays, le Maroc, qui derrière lui il a Israël, et là on voit un petit peu la portée stratégique et la portée lointaine d'une telle menace. C'est dans ce sens-là que l'Algérie parle d'un retour pourquoi on insistait sur ce principe de retour à la normalité, c'est-à-dire à la constitution ou bien au respect de la chose civile. C'est parce qu'il y a une menace à nos portes et qu'on ne peut pas nier et que personne ne peut nier. La substance des accords d'Alger, c'est dire tout simplement que le tout sécuritaire ne sert pas toujours ou ne profite pas forcément à fonder un État-nation, et qu'il faut du développement. L'Algérie, Alger en tout cas, a toujours insisté sur ça. Ces derniers mois, en tout cas cette dernière année, on a vu des levées de boucliers contre Alger. On a entendu pas mal de contre-vérités en disant que Alger outrepassait son rôle. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Comment vous expliquez qu'il y a une levée de boucliers, il y a un changement comme ça de relation soudain entre le Mali et Alger? C'est pas une mini-crise, là, on est en train de s'enfoncer dans une équation complètement toxique, chez les Voudeliz. Quand on examine bien les accords d'Alger de 2015 partent d'un constat de ce qui a été fait auparavant, 92, 2006. C'est-à-dire que ce n'est pas des accords qui ont été élaborés en creux. Ce n'est pas des accords qui sont venus quelque chose comme un Deus ex machina qui vient du ciel pour une réalité. Non, il y avait une réalité. Il y avait un bilan, il y avait une évaluation d'une situation qui a duré depuis les années 60, 92 et tout, pour arriver à une nouvelle offre qui essaie d'être plus globale. Et la particularité de 2015, c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est de se départir de cette approche sécuritaire, d'insister sur le développement. Donc, quand on lit bien tous les chapitres, ils ont martelé sur la décentralisation, le développement régional et tout ce qui s'ensuit. De deux, maintenant deuxième problème, c'est que la nouvelle direction politique, elle a un problème de perception des choses, comme je l'ai dit. Autant il est légitime pour les Maliens de vouloir asseoir une souveraineté, de couper carrément avec un certain schéma néocolonialiste hérité des premières années des indépendances, ce qui est légitime en soi. Mais autant il est très dangereux, très risqué un petit peu d'aller plus vite ce qu'on appelle de hâter les choses, d'aller plus vite en besoin. C'est-à-dire que nous avons en face de nous des pays qui sont ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. C'est des pays enclavés. C'est des pays où le stress hydrique il est chronique, qui n'ont pas beaucoup de ressources, à part les ressources comme l'or, le fer et tout, un peu de pétrole, mais des pays où la pauvreté, elle est très, très endémique. Enclavée en plus. Enclavée. Mais la nouvelle direction politique, son problème, c'est qu'elle est dans une logique d'aller au pas de charge, de dire on va rompre avec l'ancien schéma colonial, on va chasser les Français, on va les remplacer avec d'autres. C'est-à-dire que l'autre, il pense que c'est l'alternative, c'est de s'adosser un petit peu de s'arrimer à une nouvelle puissance, les Russes, les Émiratis ou autres. Et c'est là où ce qui est très dangereux. C'est-à-dire cette fragilité, c'est-à-dire pour la sécurité nationale de l'Algérie, ce n'est pas les menaces elles-mêmes qui sont réelles, mais aussi l'incapacité de ces régimes à faire face à des menaces, à développer de certaines habilités, une certaine ingénierie, à comprendre la complexité des choses, à réaliser que l'intérêt pour ces pays-là, ce n'est pas de tourner le dos à l'Algérie. Et ce n'est pas de s'arrimer avec certaines puissances, parce qu'avec un retour de manivelle, cela risque d'être très préjudiciable pour la sécurité nationale. Donc, in fine, donc quand on parle de fragilité, la fragilité elle est objective, parce qu'il y a des menaces qui sont objectives, à savoir les groupes terroristes, la criminalité transnationale, la dégradation de la situation climatique qui impacte aussi tout le tissu économique, parce que c'est des économies agro-pastorales et tout ce qui s'ensuit. Mais le vrai problème aussi, c'est qu'on a en face de nous une nouvelle direction politique qui fait preuve d'amateurisme. C'est-à-dire que voilà, le nouvel ennemi, c'est l'Algérie. On rend les accords d'Alger caducs. Il y a une nuance lorsqu'il s'agit de pays. Par exemple, je m'excuse juste pour apporter un petit peu de l'eau à ton moulin, c'est le fait que le Niger, par exemple, n'est pas dans la même logique que le Burkina Faso que le Mali, parce qu'il faut bien comprendre que la création de l'AES a piégé le Burkina, il a piégé aussi le Niger.
Donc, comme si le Mali est devenu un boulet. Donc, c'est pour ça qu'un obstacle, le fait d'avoir créé l'AES, force les deux pays comme le Burkina Faso et le Niger à suivre. C'est pour cela qu'ils ont retiré leur ambassadeur parce qu'ils sont coincés par cette alliance. Mais cependant, rapidement, rapidement. Oui, c'est vrai qu'ils sont piégés. Mais force est de reconnaître, quand il s'agit de sécurité nationale, de raison d'État, on se doit d'être pragmatique. C'est-à-dire que pour le Niger et le Burkina, je crois que la faute qui a été commise, l'erreur qui a été commise, c'est ce soutien, c'est-à-dire de s'arrimer au Mali, d'indexer leur politique régionale, leur politique algérienne à celle du Mali. Et je crois que c'est préjudiciable. Voilà, le temps file, on n'a pas eu le temps de parler de pas mal de thématiques, ça sera pour une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. J'étais accompagné ce soir par Kamal Mounsali, directeur de publication du Jeune Indépendant, et également Chérif Delis, professeur de sciences politiques à l'École nationale de journalisme. Merci d'avoir été des nôtres. Merci vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, je vous laisse avec la suite des programmes sur 24 News et vous dis à demain.